La grande cathédrale parisienne était plongée dans un silence solennel, seulement troublé par les reniflements discrets d'une foule vêtue de noir. Au centre de l'autel, un magnifique cercueil d'ébène reposait sous une montagne de lys blanc. Devant le pupitre, un homme élégant au visage ravagé par un chagrin parfaitement simulé essuyait une larme inexistante. Il savourait sa victoire absolue. Mais alors qu'il s'apprêtait à prononcer les derniers mots de son éloge funèbre, un grincement terrifiant résonna à l'arrière de l'édifice. Les lourdes portes de chêne massif venaient de s'ouvrir à la volée, laissant entrer une lumière aveuglante. Et dans ce halo de lumière, une silhouette bien vivante se dessinait, prête à transformer ce théâtre de mensonges en un véritable cauchemar pour l'assassin. Camille était l'unique héritière d'un empire immobilier parisien florissant. Son père, Henri, l'avait élevée seule avec une tendresse infinie, lui enseignant les ficelles du métier. Elle était une jeune femme brillante, réservée, qui fuyait les mondanités superficielles de la capitale. Sa vie a basculé le soir où sa meilleure amie, Chloé, l'a forcée à assister à une soirée mondaine sur un toit-terrasse surplombant la tour Eiffel. C'est là qu'elle a croisé le regard de Julien. Charmeur, d'apparence modeste mais doté d'une ambition dévorante, il a su s'immiscer dans son cœur et dans la confiance de son père. Personne ne se doutait que derrière son sourire éclatant se cachait un prédateur froid et calculateur, prêt à tout pour s'approprier la fortune familiale. Le conte de fées n'était que le prologue d'une descente aux enfers savamment orchestrée. La lumière filtrant à travers les vitraux centenaires projetait des taches colorées sur le sol de marbre froid. Julien ajusta le micro, son visage exprimant une douleur théâtrale qui trompait toute l'assemblée. Il racla sa gorge, laissant un sanglot artificiel briser sa voix. Il parlait de Camille, de sa douceur, de leur amour fauché en plein vol. Dans les premiers rangs, Élise, sa maîtresse fraîchement embauchée dans l'entreprise familiale, cachait un sourire triomphant derrière un mouchoir de soie noire. Julien sentait l'adrénaline pulser dans ses veines. Le plan avait fonctionné à la perfection. La fortune d'Henri, l'entreprise colossale, les luxueux appartements parisiens, tout lui appartenait désormais. La police avait conclu à une disparition tragique dans les forêts reculées, un accident de randonnée. Il prit une profonde inspiration pour prononcer la phrase finale de son discours. Il allait remercier les invités, jouer le veuf éploré, jusqu'à la dernière seconde. Son cœur battait la chamade, non pas de chagrin, mais d'une excitation pure et machiavélique. Il avait gagné, il était le maître absolu. Les murmures compatissants de l'audience flattaient son égo démesuré. Il se pencha vers le micro, les mains posées sur le bois verni du pupitre. Mais à l'instant même où ses lèvres s'entr'ouvraient pour sceller son triomphe, un bruit sourd, semblable à un coup de tonnerre, résonna à travers la nef majestueuse. Les immenses portes de la cathédrale s'écrasèrent contre les murs de pierre avec une violence inouïe. Le silence de la mort s'abattit instantanément sur la foule. Un murmure d'effroi parcourut l'assemblée. Tous les visages se tournèrent vers l'entrée. Dans l'encadrement des portes, baigné par un rayon de soleil hivernal, se tenait une femme. Elle portait un long manteau noir, ses cheveux étaient tirés en arrière, et son visage, bien que marqué par l'épuisement, affichait une détermination glaciale. C'était Camille. Julien sentit le sang déserter son visage. Le monde sembla s'arrêter de tourner. Son souffle se bloqua dans sa gorge, le goût amer de la terreur inondant sa bouche. Élise laissa échapper un petit cri aigu, laissant tomber son sac à main de créateur sur le marbre avec un claquement sec. Camille s'avança lentement dans l'allée centrale. Le bruit de ses talons résonnait comme un compte à rebours fatidique. Elle était flanquée d'Antoine, le mari de sa meilleure amie Chloé, et de 4 officiers de police en uniforme. La foule s'écartait sur son passage comme la mer Rouge, les regards oscillant entre l'incrédulité, la peur et la stupéfaction totale. Certains invités se signèrent, pensant voir un fantôme. Julien reculait, ses mains tremblantes s'agrippant au pupitre. Ses yeux étaient écarquillés par la panique. Son esprit rationnel refusait de comprendre. Comment était-ce possible? Il l'avait laissée mourir, empoisonnée, perdue au milieu de nulle part. Elle aurait dû être dévorée par les loups. Camille s'arrêta au pied de l'autel, planta son regard dans celui de son bourreau,
et, avec un sourire qui glaça le sang de l'assistance, prononça d'une voix claire et puissante: « Julien, mon chéri, si j'étais une si merveilleuse épouse, pourquoi m'as-tu abandonné pourrir dans les bois ?» La phrase résonna sous les voûtes de la cathédrale. Le chaos éclata instantanément. Élise, comprenant que la partie était perdue, pivota sur ses talons aiguilles pour fuir vers une porte latérale. Mais Chloé, qui attendait ce moment avec une rage contenue, lui barra la route. Sans dire un mot, Chloé arma son bras et décocha un coup de poing magistral qui s'écrasa sur le nez refait de la maîtresse. Un craquement sinistre se fit entendre, suivi des hurlements stridents d'Élise, le visage en sang. Pris au piège, le cerveau de Julien disjoncta. L'instinct de survie animale prit le dessus. Il bondit depuis l'autel, attrapa Camille par surprise et la plaqua contre lui. Sa main plongea dans la poche de son manteau pour en sortir un couteau à cran d'arrêt qu'il gardait toujours sur lui. Il plaça la lame froide contre la gorge de sa femme. Les policiers sortirent leurs armes, hurlant des sommations. « Ne bougez plus, ou je la saigne ici même !» hurla Julien, la voix brisée par l'hystérie. Il reculait vers la sacristie, mais Camille n'était plus la femme soumise d'autrefois. Elle ressentit la panique de Julien à travers son corps tremblant. Profitant de l'agitation provoquée par les hurlements d'Élise en arrière-plan, Camille leva brusquement sa jambe. Elle planta le talon aigu et métallique de son escarpin avec une force phénoménale directement dans le pied de Julien, transperçant le cuir souple de son mocassin. Julien hurla de douleur, desserrant son étreinte. Camille le repoussa violemment. En une fraction de seconde, les policiers se jetèrent sur lui, le plaquant violemment contre le sol de marbre, les menottes cliquetant sur ses poignets. Isom Takwashi. Pour comprendre comment Camille en était arrivée à ce duel mortel au pied d'un autel, il fallait remonter 2 ans en arrière. À l'époque, Camille menait une vie tranquille et studieuse. Elle travaillait d'arrache-pied aux côtés de son père, Henri, pour gérer le patrimoine familial. Les soirées mondaines la terrifiaient. Mais ce soir-là, Paris brillait de 1000 feux. Chloé célébrait son 25e anniversaire sur le toit d'un immeuble haussmannien. L'air était doux, saturé du parfum des jasmins en pot et des effluves de champagne millésimés. Camille se tenait en retrait près de la balustrade, observant la tour Eiffel scintiller. Elle portait une robe d'un bleu nuit élégant, ses cheveux bruns tombant en cascade sur ses épaules. Elle se sentait décalée, étrangère à cette jeunesse dorée qui riait à gorge déployée. Chloé et son fiancé Antoine faisaient le tour des invités. Camille sirotait son verre, espérant pouvoir s'éclipser discrètement. C'est alors qu'une voix masculine, grave et veloutée, brisa sa solitude. « Je vous trouve bien pensive pour une soirée de fête. » Camille se retourna et croisa le regard de Julien. Il portait un costume bien taillé, mais sans l'ostentation habituelle des invités. Ses yeux brillaient d'une malice calculée, et son sourire révélait des dents d'une blancheur éclatante. Elle ressentit un frisson agacé. Elle détestait les séducteurs à la petite semaine, mais Julien ne s'est pas comporté comme les autres. Il a joué la carte de la vulnérabilité, avouant qu'il ne connaissait personne, qu'il se sentait tout aussi perdu qu'elle. Cette approche subtile, cette fausse timidité a fait tomber les premières défenses de Camille. La conversation s'est prolongée bien au-delà de ce que Camille aurait pu imaginer. Julien maniait les mots avec une dextérité fascinante. Il écoutait intensément, posant des questions pertinentes sur son travail, s'émerveillant de ses responsabilités sans jamais paraître intimidé. Camille, habituée aux hommes qui ne s'intéressaient qu'à l'argent de son père ou qui fuyaient son intelligence, s'est laissée prendre au piège de cette écoute attentive. Il a commandé un taxi pour elle, l'a raccompagnée jusqu'à la porte de son immeuble dans le 16e arrondissement et a insisté pour faire une longue promenade nocturne le long de la Seine. Sous la lumière tremblante des lampadaires, il lui parlait de ses rêves modestes, de son enfance à la campagne, construisant méticuleusement l'image d'un homme simple, travailleur et intègre. Il cachait soigneusement sa véritable nature, celle d'un prédateur affamé de pouvoir. Les jours suivants, il a multiplié les petites attentions. Pas de cadeau hors de prix, mais un café déposé à son bureau, un message doux au réveil, une présence constante et rassurante. 3 mois plus tard,
sous la pluie romantique du pont des Arts, il a posé un genou à terre. Camille, éblouie par cette illusion d'amour parfait, a dit oui, ignorant la petite voix intérieure qui lui disait que tout allait beaucoup trop vite. Le piège de velours s'était refermé sur elle avec une douceur redoutable. Le mariage fut un événement fastueux. Henri, le père de Camille, était un homme généreux qui ne désirait que le bonheur de sa fille unique. Voyant Julien comme un jeune homme travailleur mais sans grands moyens, Henri a pris en charge la totalité des dépenses des noces, célébrées dans un majestueux château de la vallée de la Loire. Il ne s'est pas arrêté là. Le jour de leur retour de lune de miel, Henri a convoqué Julien dans son vaste bureau boisé. « Mon garçon, lui a-t-il dit avec une affection sincère, tu fais partie de la famille maintenant. Il est hors de question que le mari de ma fille occupe un emploi subalterne. » Il a offert à Julien un poste de direction stratégique au sein de l'entreprise, accompagné d'un salaire mirobolant et des clés d'un luxueux appartement parisien en guise de cadeau de mariage. Camille a mis sa carrière entre parenthèses, se consacrant avec passion à la décoration de leur nouveau nid d'amour. Elle parcourait les galeries d'art, choisissait les tissus, organisait des dîners. Pendant ce temps, Julien s'installait confortablement dans les rouages du pouvoir de l'entreprise. Il observait, apprenait et surtout identifiait les failles. Il jouait le gendre idéal, toujours serviable, toujours souriant. Mais dans l'ombre, son mépris pour cette famille qui lui donnait tout grandissait. Il détestait la condescendance paternelle d'Henri. Il voulait être le maître absolu, pas le subordonné gratifié. Et pour cela, il fallait que les choses changent de manière drastique et définitive. Un an seulement après le mariage, la santé d'Henri a commencé à décliner de façon brutale et incompréhensible. Cet homme robuste, autrefois débordant d'énergie, s'est mis à souffrir de violentes douleurs abdominales, de vertiges constants et d'une fatigue extrême. Les plus grands spécialistes parisiens se sont relayés à son chevet, multipliant les examens, les scanners et les analyses sanguines. Les résultats étaient toujours les mêmes, une défaillance multiviscérale inexpliquée. Julien jouait le rôle du gendre dévoué à la perfection. C'est lui qui préparait chaque matin les tisanes apaisantes qu'Henri adorait, affirmant avoir trouvé des herbes miraculeuses lors d'un voyage. Camille, épuisée par les nuits blanches passées à l'hôpital, ne voyait rien. La réalité était effroyable. Julien glissait méthodiquement des gouttes d'un poison indétectable, extrait de champignons toxiques, dans les boissons du vieil homme. Le dénouement est arrivé un soir d'automne pluvieux. Camille tenait la main de son père dans la chambre d'hôpital plongée dans la pénombre. Le rythme cardiaque d'Henri ralentissait. Soudain, il a ouvert les yeux, d'une lucidité perçante. Il a agrippé le poignet de sa fille avec l'énergie du désespoir. « Camille, a-t-il murmuré d'une voix rauque et sifflante, méfie-toi de ton mari. Je ne sais pas comment, mais je sens le mal en lui. Protège-toi. » Ce furent ses dernières paroles. La machine a émis un long sifflement continu. Camille a hurlé de douleur, s'effondrant sur le corps de son père. Le chagrin la rendit sourde et aveugle. Julien l'a prise dans ses bras, versant des larmes de crocodile, cachant l'immense soulagement qui irradiait dans sa poitrine. Avec la mort d'Henri, le masque de Julien s'est fissuré jour après jour. Camille, anéantie par le deuil, laissa son mari prendre les rênes absolues de l'entreprise. Très vite, la tendresse des premiers mois a disparu, remplacée par une froideur implacable et une irritabilité constante. Julien rentrait de plus en plus tard, prétextant des réunions d'urgence pour sauver l'empire prétendument laissé en ruine par Henri. Camille sentait l'odeur persistante d'un parfum capiteux de femme sur ses costumes sur mesure. Les regards amoureux avaient cédé la place à des œillades pleines de condescendance. Lorsqu'elle essayait d'aborder le sujet, de retrouver son mari, il explosait de colère, la traitant d'ingrate, d'inutile, la culpabilisant de ne pas comprendre la pression énorme qui pesait sur ses épaules. L'appartement, autrefois rempli de rires, est devenu un mausolée silencieux et oppressant. Camille errait comme un fantôme dans ses pièces luxueuses, mais le deuil a fini par s'estomper, laissant place à une clarté nouvelle. En fouillant discrètement dans certains documents financiers que Julien avait oubliés sur la table du salon, elle a découvert des anomalies flagrantes, des transferts de fonds inexpliqués, des embauches douteuses,
notamment celle d'une certaine Élise, à un poste de direction sans aucune qualification. Les derniers mots de son père ont résonné dans son esprit avec la force d'une révélation. L'homme qu'elle aimait n'existait pas. Il n'était qu'une construction, une illusion mortelle. Une colère froide, tranchante comme une lame, s'est substituée à sa tristesse. Le lendemain, à l'heure du déjeuner, Julien est rentré à l'appartement, arborant un sourire satisfait, les cheveux parfaitement coiffés, l'air d'un homme qui n'a absolument pas travaillé de la nuit. Il a jeté ses clés sur la console en marbre de l'entrée. Camille l'attendait, assise droite dans un majestueux fauteuil de velours. La lumière crue du jour soulignait la détermination féroce dans ses yeux bruns. Julien a soupiré, levant les yeux au ciel, s'attendant à une nouvelle crise de larmes. « Camille, s'il te plaît, je suis exténué, ne commence pas tes jérémiades », a-t-il lancé avec mépris. Elle s'est levée lentement. Son ton était d'une froideur polaire, dénuée de toute émotion. « Je te rassure, Julien, je ne pleure plus. Je t'informe simplement que dès lundi, je reprends la direction générale de mon entreprise. Ma première décision sera de lancer un audit financier complet, indépendant et immédiat. Tu es libre de rester à un poste subalterne ou de faire tes valises. La décision t'appartient. » Julien a été frappé par la foudre. Son visage a perdu toutes ses couleurs. Ses certitudes venaient de voler en éclats. Il a bégayé, cherchant ses mots, tentant de reprendre le contrôle de la situation, invoquant son incapacité, sa fragilité psychologique. Mais Camille ne l'écoutait déjà plus. Elle a tourné les talons, a saisi son manteau et a claqué la porte de l'appartement avec une force qui a fait trembler les murs. Elle l'avait mis au pied du mur, sans se rendre compte qu'elle venait de signer son propre arrêt de mort. Lorsque Camille est rentrée tard dans la soirée, l'ambiance avait radicalement changé. Julien l'attendait, un immense bouquet de roses rouges à la main. Le dîner était prêt, les bougies allumées. Il a joué la scène de la repentance avec l'habileté d'un acteur oscarisé. Il s'est mis à genoux, les larmes aux yeux, jurant qu'il avait perdu la tête, que le pouvoir l'avait rendu aveugle, qu'il l'aimait plus que tout au monde et qu'il était terrifié à l'idée de la perdre. « Tu as raison, Camille. L'entreprise est à toi. Je me suis noyé dans le travail pour fuir la douleur de la mort de ton père. J'ai été un monstre. Pardonne-moi. » Camille, épuisée par la confrontation et voulant désespérément croire qu'il restait une once de vérité dans leur mariage, a baissé la garde. Après des heures de discussion, Julien a caressé doucement sa joue. « Mon amour, nous avons besoin de nous retrouver, loin de Paris, loin de tout ce stress. Je connais un endroit magnifique, isolé dans les montagnes des Vosges, un petit coin de paradis sauvage. Laisse-moi t'emmener camper pour le week-end. Juste toi, moi et la nature. Je te préparerai mes spécialités au feu de bois. On oublie tout, on repart à zéro. » Le cœur de Camille, assoiffé d'espoir, a cédé. Elle a souri et a accepté, ignorant le frisson glacial qui parcourait l'échine de son mari. Il est sorti précipitamment pour faire les valises, un rictus diabolique déformant ses traits dès qu'il a eu le dos tourné. Le plan B était activé. Le trajet en voiture a duré des heures. Ils ont quitté l'effervescence de Paris pour s'enfoncer lentement vers l'est de la France. Le paysage est devenu de plus en plus accidenté. Les douces collines ont cédé la place aux montagnes imposantes des Vosges. Camille s'était assoupie sur le siège passager, bercée par le ronronnement du moteur. Lorsqu'elle a ouvert les yeux, la lumière déclinait. La route goudronnée s'était transformée en un chemin de terre rocailleux qui serpentait au milieu d'une forêt de sapins noirs, si dense que la lumière du soleil peinait à traverser les branches. Une atmosphère lourde, chargée de l'odeur puissante de l'humus et de la résine, envahissait l'habitacle. Julien conduisait avec une concentration intense, ses phalanges blanchies sur le volant. « On va vraiment très loin, Julien. Es-tu sûr de connaître la route ?» a-t-elle demandé, une pointe d'anxiété dans la voix. Il a tourné la tête vers elle, lui offrant un sourire rassurant qui n'a pas atteint ses yeux. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. C'est le prix à payer pour avoir la paix absolue. Tu vas voir, l'endroit est magique. » La voiture s'enfonçait toujours plus loin, s'éloignant de toute civilisation, de toute couverture réseau. Camille frissonna malgré le chauffage. La forêt semblait se refermer sur eux, comme une mâchoire géante, avalant le véhicule dans une obscurité inquiétante.
Ils ont atteint une clairière d'une beauté sauvage et brute, au bord d'un petit lac de montagne dont les eaux sombres reflétaient les cimes des sapins. Le crépuscule teintait le ciel de nuances violettes et orangées. Julien, avec une efficacité redoutable, a monté la grande tente et allumé un feu de camp crépitant. L'air était vif, purifiant. Camille a senti ses tensions s'envoler. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait en paix. Julien s'affairait autour du feu, préparant le dîner dans une poêle en fonte. Il faisait revenir de la viande avec une poignée de champignons qu'il prétendait avoir cueillis dans les environs. « Je suis un expert, tu sais, » affirmait-il avec fierté. « Depuis mon enfance, je connais chaque espèce. Tu n'as jamais rien goûté d'aussi délicieux. » Il lui a servi une assiette généreuse, accompagnée d'un verre de vin rouge corsé. Camille a savouré chaque bouchée. Le goût était terreux, légèrement amer, mais délicieux. La chaleur du feu, le repas copieux et le vin l'ont plongé dans une douce léthargie. Julien la regardait manger avec une intensité troublante, ses yeux reflétant les flammes dansantes. La nuit est tombée, enveloppant la forêt dans un silence lourd, seulement troublé par le ululement lointain d'une chouette. Camille s'est endormie profondément dans la tente, blottie dans son sac de couchage, ignorante de la tragédie moléculaire qui se mettait en place dans ses veines. Le lendemain matin, l'air était piquant et saturé d'humidité. Julien l'a réveillée avec un café bouillant préparé sur les braises. « Debout, ma belle marmotte, les castors de la vallée nous attendent, a-t-il lancé d'un ton enjoué. Camille a bu la boisson sombre, lui trouvant une amertume étrange, presque métallique. Julien a insisté pour partir immédiatement en randonnée. Ils se sont enfoncés dans les bois, quittant les sentiers balisés pour s'aventurer dans une zone marécageuse et oppressante. Au bout d'une heure de marche, Camille a commencé à sentir ses jambes s'alourdir. Son cœur battait de façon irrégulière. Le paysage devant elle a commencé à onduler. Les troncs d'arbres se dédoublaient. « Julien, je ne me sens pas bien, a-t-elle murmuré, la respiration saccadée. J'ai des vertiges. » Julien a accéléré le pas, l'obligeant à le suivre. « Encore un effort, c'est juste derrière cette crête, mentait-il. » La sueur perlait sur le front de Camille. L'engourdissement s'étendait de ses orteils jusqu'à son abdomen. Ses genoux ont cédé d'un coup sec. Elle s'est effondrée lourdement sur la mousse humide, incapable de bouger le moindre muscle. La panique l'a envahie alors qu'elle réalisait qu'elle était totalement paralysée. Julien s'est arrêté à quelques mètres d'elle, s'est retourné lentement et a croisé les bras sur sa poitrine. Son visage n'affichait plus ni amour, ni sollicitude, seulement un mépris absolu. Camille, le souffle court, fixait son mari à travers un voile trouble. « Aide-moi » a-t-elle supplié d'une voix qui n'était qu'un murmure pitoyable. Julien a éclaté de rire, un rire sec, cruel, qui a glacé le sang de la jeune femme. « T'aider ? Mais ma chérie, j'ai passé des mois à planifier ça. Tu croyais vraiment pouvoir me reprendre mon entreprise, me menacer d'un audit ?» Il s'est accroupi près d'elle, effleurant sa joue glacée. « La paralysie totale va bientôt atteindre tes poumons. Ce n'est pas un arrêt cardiaque brutal comme pour ton cher papa. Ah oui, ton père, quelques gouttes d'extrait concentrées dans sa tisane, et hop, un infarctus intraçable. Mais pour toi, j'ai choisi quelque chose de plus poétique. Une mort lente. Les champignons d'hier soir, le café de ce matin. Ton foie est déjà en train de se nécroser. Tu vas agoniser ici, seul, au milieu des bêtes sauvages. Personne ne viendra jamais te chercher. Ils te pleureront à Paris, et je consoliderai ma place de grand patron. C'est dommage, Camille. Si tu avais été une bonne petite épouse docile, j'aurais peut-être utilisé un poison plus rapide. » Il s'est relevé, a ajusté son sac à dos avec une froideur terrifiante. « Adieu, Camille. Ne m'attends pas pour le dîner. » Il lui a tourné le dos et a disparu entre les troncs sombres, la laissant prisonnière de son propre corps, face à une mort certaine. Le temps semblait s'être distordu. Camille gisait sur le sol de la forêt, sentant l'humidité pénétrer jusqu'à ses os. Chaque respiration était une torture, nécessitant un effort surhumain. La vision de Julien s'éloignant tournait en boucle dans son esprit terrifié. Les larmes roulaient sur ses joues, sales, se mêlant à la terre. Elle entendait les bruits infimes de la forêt s'amplifier dans ses oreilles. Le craquement d'une brindille la faisait frissonner de terreur.
imaginant les prédateurs s'approchant de sa carcasse immobile. Les hallucinations ont commencé. Des ombres se détachèrent des arbres, dansant autour d'elle avec des rictus sardoniques. Elle voyait le visage de son père, triste, lui répétant son avertissement ignoré. La douleur dans son abdomen est devenue insoutenable, comme si des milliers d'aiguilles chauffées à blanc lui lacéraient les entrailles. La trahison de Julien lui brûlait l'âme encore plus que le poison. Elle refusait de mourir ainsi. Elle refusait de lui laisser la victoire. Elle a puisé dans ses ultimes réserves d'énergie pour tenter de remuer ses doigts dans un effort désespéré pour ramper. Mais la toxine était trop puissante. Le monde autour d'elle s'est lentement obscurci. Les couleurs ont fondu dans un noir d'encre. La conscience a glissé entre ses doigts et Camille a sombré dans un abîme silencieux, certaine d'avoir poussé son dernier soupir. À quelques kilomètres de là, Gaspard marchait d'un pas silencieux et assuré sur un sentier escarpé. C'était un homme rude, aux traits sculptés par le vent et la solitude. Ses yeux, d'un vert émeraude perçant, semblaient absorber la lumière de la forêt. Il y a 5 ans, après avoir perdu ses parents dans un tragique accident de voiture causé par un chauffard ivre et la lâcheté des témoins, il avait fui la société humaine et sa cruauté. Il avait construit un chalet fortifié au cœur des Vosges, devenant un garde forestier solitaire, trouvant plus d'humanité chez les bêtes que chez les hommes. À ses côtés trottinait Loup, un immense malamute au pelage gris et blanc. Soudain, le chien s'est figé. Ses oreilles se sont dressées. Il a reniflé l'air frénétiquement, les babines frémissantes, avant de lâcher un gémissement inquiet. Il a quitté le sentier, s'engouffrant dans les buissons épais. « Loup, au pied !» a ordonné Gaspard, la voix grave. Mais le chien n'a pas obéi. Il courait vers la zone marécageuse. Comprenant que quelque chose de grave se passait, Gaspard a décroché son fusil de son épaule par réflexe et a suivi l'animal, au pas de course, franchissant les obstacles naturels avec l'agilité d'un félin. L'instinct de Gaspard ne le trompait jamais. La forêt recelait aujourd'hui un secret macabre. Gaspard a trouvé Loup tournant autour d'un corps inerte allongé face contre terre. C'était une femme. Gaspard s'est précipité, tombant à genoux dans la boue. Il l'a retourné avec précaution. Le visage de Camille était d'une pâleur cadavérique, couvert d'égratignures et maculé de terre. Ses lèvres étaient bleutées. Gaspard a posé 2 doigts tremblants sur son cou. Le pouls était filant, presque imperceptible, mais il était là. « Mon Dieu !» a-t-il murmuré, bouleversé par la fragilité de cette créature jetée aux ordures. Il a compris instantanément qu'elle n'avait pas simplement trébuché. C'était l'œuvre d'un poison. Sans perdre une seconde, il a sorti une gourde de sa ceinture et a humidifié les lèvres gercées de Camille avec quelques gouttes d'eau fraîche. Elle a émis un râle pitoyable, ses paupières papillonnant légèrement pour dévoiler des yeux bruns vitreux. « N'ayez pas peur, je vous tiens », a-t-il dit d'une voix douce mais ferme. Gaspard s'est relevé, a glissé ses bras musclés sous le corps de la jeune femme et l'a soulevée. Elle était légère comme une plume. Loup aboyait, ouvrant la voie. Gaspard a commencé à courir. Il devait traverser la montagne pour atteindre le dispensaire rural du village de Sainte-Marguerite. Ses muscles brûlaient, ses poumons cherchèrent l'oxygène, mais il ne ralentissait pas. Il était devenu le gardien de cette vie fragile. Camille a émergé des ténèbres par à-coups. La première chose qu'elle aperçut, ce fut une odeur puissante d'éther et de javel. Ensuite, le plafond en lattes de bois peintes en blanc. Elle était dans un lit métallique, les bras perfusés. À son chevet se tenait un géant barbu, portant de petites lunettes rondes et une blouse blanche froissée. Le docteur Matisse, le médecin du village, s'est penché vers elle avec un sourire soulagé. « Ah, la belle au bois dormant se réveille enfin !» s'est-il exclamé d'une voix de stentor. « Vous nous avez fait une peur bleue, mademoiselle. Votre organisme était saturé de toxines fongiques. C'est un véritable miracle que vous soyez en vie. » Camille a tenté de parler, mais sa gorge était sèche comme du papier de verre. Le médecin lui a donné un peu d'eau. « Comment suis-je arrivée ici ?» a-t-elle articulé péniblement. Le docteur Matisse a haussé les épaules. Un homme des bois, un ermite que personne ne connaît vraiment, vous a déposé sur le perron de la clinique et a disparu sans demander son reste. Camille a soudain revu un flash de son sauvetage.
des yeux d'un vert intense, rassurant, brillant dans la pénombre de la forêt. Elle a pris une grande inspiration, les souvenirs de la trahison de Julien lui revenant avec une violence inouïe. Elle devait agir, et vite. Julien pensait l'avoir tuée, c'était son arme absolue. Camille a demandé au médecin de lui prêter son téléphone portable. Le docteur Matisse, intrigué mais respectueux du secret médical, lui a tendu un vieux modèle à touche et a quitté la chambre. Les mains tremblantes, Camille a composé de mémoire le numéro de Chloé. La sonnerie a retenti longuement dans le vide, puis la voix ensommeillée et agacée de son amie a répondu « Allô, Chloé, c'est Camille » a-t-elle murmuré. Un silence glacial s'est abattu sur la ligne. Puis un hoquet. Ce n'est pas drôle. Qui est à l'appareil? Le ton de Chloé montait dans les aigus. « Chloé, je t'en supplie, écoute-moi, c'est bien moi, je suis vivante. Julien a essayé de me tuer. Demain, c'est mon enterrement à Paris, n'est-ce pas ?» La respiration de Chloé s'est bloquée. Mon Dieu. Camille, mais comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Les larmes étouffaient sa voix. Camille lui a expliqué la situation en quelques phrases saccadées, l'urgence de la situation dictant le rythme. « Chloé, j'ai besoin de toi et d'Antoine. Personne ne doit savoir que je suis en vie. Il faut que vous veniez me chercher immédiatement dans les Vosges. Nous allons organiser ma résurrection et nous allons détruire cet assassin. » Chloé, passant du choc à une colère vengeresse, n'a pas hésité une seconde. On arrive. Tiens bon, ma chérie. Le piège de Julien allait se refermer sur lui-même. Dans la nuit noire, les phares de la grosse berline d'Antoine ont balayé la façade du petit dispensaire de Sainte-Marguerite. Chloé s'est précipitée à l'intérieur, renversant presque une chaise dans la salle d'attente. En voyant Camille, amaigrie, le visage marqué, assise sur le bord du lit d'hôpital, Chloé a éclaté en sanglots et l'a serrée dans ses bras à lui couper le souffle. « Ma Camille, mon Dieu, ce monstre !» Antoine se tenait dans l'encadrement de la porte, le visage fermé, la mâchoire contractée par la rage. Le docteur Matisse a assisté à la scène, comprenant qu'il valait mieux ne pas poser de questions. Il a préparé les papiers de sortie, recommandant un repos absolu. Camille s'est changée avec des vêtements que Chloé avait apportés en urgence. Pendant le long trajet de retour vers Paris, le silence régnait dans la voiture. Camille, pelotonnée à l'arrière, regardait défiler les lignes blanches de l'autoroute. Son esprit élaborait chaque détail de sa vengeance. Elle ne voulait pas seulement l'envoyer en prison, elle voulait briser son égo, l'humilier publiquement devant tout le gratin parisien. Elle allait frapper au moment où il se sentirait intouchable. La confrontation dans la cathédrale avait été préparée minute par minute durant ce trajet nocturne, orchestrant l'effondrement psychologique de l'homme qui pensait avoir réussi le crime parfait. Après le coup d'éclat à l'église et l'arrestation de Julien, la vie de Camille s'est transformée en un balai incessant d'interrogatoires et de rendez-vous juridiques. Les enquêteurs de la brigade criminelle étaient stupéfaits par la machination diabolique de Julien. Antoine avait utilisé ses relations pour faire pression. Le vernis de Julien a craqué dès les premières heures de garde à vue. Dans la salle d'interrogatoire exiguë et mal éclairée, face aux preuves accablantes et aux témoignages vivants de Camille, le masque du veuf éploré a volé en éclats. Il a pleuré, supplié, tenté de plaider la folie, avant de cracher sa haine avec une violence verbale inouïe. La vérité sur ses origines est remontée à la surface. Julien n'était pas le provincial naïf qu'il prétendait être. Il avait grandi précisément dans ce petit village des Vosges, auprès de parents alcooliques qui étaient morts dans des circonstances suspectes, probablement ses premières victimes. Il connaissait parfaitement la mycologie locale et la géographie de cette forêt mortelle. Pendant ce temps, Élise, la maîtresse ambitieuse, avec son nez fracturé par le poing vengeur de Chloé, témoignait contre lui en échange d'une immunité, tentant misérablement de sauver sa propre peau. Camille assistait au compte rendu de la police avec un dégoût profond, réalisant qu'elle avait partagé son lit avec un monstre dépourvu d'âme. Une fois l'ouragan judiciaire passé, Camille s'est attelée à la reconstruction de son empire. Elle a licencié tous les proches de Julien, purgé l'entreprise de ses magouilles financières et relancé l'activité avec une poigne de fer. Le traumatisme l'avait changée.
La jeune femme effacée avait laissé place à une dirigeante redoutable, respectée et crainte par ses concurrents. Mais le soir, dans son immense appartement parisien qu'elle avait fait entièrement redécorer pour effacer toute trace de son ex-mari, un vide persistant s'installait. L'image de ses yeux verts croisés dans la forêt hantait ses nuits. Elle ressentait un besoin viscéral de retourner dans les Vosges, de remercier cet inconnu qui lui avait arraché la vie des griffes de la mort. Malgré les supplications de Chloé, effrayée à l'idée de la voir retourner sur les lieux du drame, Camille a fait ses valises. Elle a pris sa voiture et a avalé les centaines de kilomètres qui la séparaient de Sainte-Marguerite. Lorsqu'elle a garé son SUV rouge rutilant sur la petite place du village, l'air pur de la montagne a rempli ses poumons. Elle n'avait plus peur. Ce village, cette forêt, était devenu le point de départ de sa seconde vie. La première personne que Camille a rencontrée fut Marguerite, une septuagénaire truculente, assise sur un banc de pierre devant sa maison aux volets bleus. Avec son franc-parler typiquement paysan, Marguerite a jaugé la citadine de la tête aux pieds. « Ah, c'est vous la miraculée du docteur Matisse ?» a-t-elle lancé avec un sourire malicieux et denté. « Les nouvelles vont vite par ici, et les étrangers en voiture rouge, ça ne passe pas inaperçu. » Camille a éclaté de rire, charmée par la spontanéité de la vieille dame. Elle a loué une chambre d'hôte chez Marguerite. Au fil des jours, Camille a découvert la chaleur de cette communauté rurale. Pour exprimer sa gratitude, elle a fait livrer au dispensaire un appareil d'échographie de dernière génération. Le docteur Matisse en a eu les larmes aux yeux. « Vous ne comprenez pas ce que cela représente pour nous, Camille », bégayait le géant barbu en caressant la machine flambant neuve. C'est inestimable. Devant un café fumant, Camille l'a questionné sur son mystérieux sauveur. Le médecin a secoué la tête. Gaspard est un fantôme. Il vit reclus dans un chalet barricadé. Il déteste la compagnie des hommes, mais il y a un autre mystère dans ces bois, le père Anselme, un guérisseur, un homme qui voit ce que la médecine moderne refuse de comprendre. Le docteur Matisse a baissé la voix, comme s'il s'apprêtait à raconter une hérésie. Moi, médecin diplômé de la faculté de Strasbourg, je suis censé rire des superstitions. Mais le père Anselme, c'est différent. Il vit dans une cabane isolée sur le versant nord. Il y a 1 an, un garçon du village est tombé d'un arbre. Sa colonne vertébrale était touchée. Les chirurgiens de l'hôpital de Nancy ont déclaré qu'il ne marcherait plus jamais. Les parents étaient désespérés. En dernier recours, ils l'ont amené au père Anselme. Le vieil homme l'a gardé 1 mois dans sa cabane, utilisant des onguents, des plantes et des techniques ancestrales. Aujourd'hui, ce garçon joue au football sur la place du village. Camille écoutait, fascinée. Son esprit cartésien rejetait l'idée du miracle, mais son cœur, ayant lui-même survécu à l'impossible, restait ouvert. Elle s'apprêtait à repartir pour Paris, sereine, se promettant de revenir chercher Gaspard une autre fois. Mais alors qu'elle rangeait ses affaires dans le coffre de sa voiture, son téléphone s'est mis à vibrer frénétiquement. Le nom de la mère de Chloé s'affichait sur l'écran. En décrochant, Camille a entendu un hurlement de douleur pure. Le ciel de la montagne a semblé s'effondrer sur ses épaules. L'horreur venait de frapper à nouveau, anéantissant la paix qu'elle venait tout juste de trouver. Camille a roulé à tombeau ouvert jusqu'à Paris, ignorant les limites de vitesse, les larmes brouillant sa vue. La mère de Chloé, entre 2 sanglots déchirants, lui avait annoncé l'indicible. À un carrefour parisien, une voiture de sport roulant à contresens avait percuté de plein fouet le véhicule d'Antoine et Chloé. Antoine avait été tué sur le coup. Chloé était en soins intensifs, dans un état critique. En arrivant à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, l'odeur antiseptique a ravivé le traumatisme de Camille. Elle a couru dans les couloirs interminables, trouvant les parents de Chloé effondrés sur des chaises en plastique. Les heures d'attente ont été une torture. Enfin, le chirurgien, le visage fatigué, est apparu. Il a retiré son masque chirurgical avec lenteur. Nous avons stabilisé son état. Elle vivra. Cependant, le mot flottait dans l'air, lourd de conséquences. La moelle épinière a subi des lésions sévères dans la région lombaire inférieure. Je suis désolée, mais les chances qu'elle retrouve l'usage de ses jambes sont quasi nulles.
Le cri de la mère de Chloé a résonné dans le couloir blanc. Camille est restée figée, pétrifiée par le désespoir. Le destin s'acharnait avec une cruauté absolue sur les êtres qu'elle aimait le plus au monde. Les semaines qui ont suivi ont été un long chemin de croix. Chloé a survécu physiquement, mais son âme s'est brisée. En apprenant la mort d'Antoine et sa propre paralysie, elle s'est murée dans un mutisme effrayant. Placée dans un fauteuil roulant, elle refusait de sortir de sa chambre, refusait de manger, fixant le mur d'un regard vide. Elle rejetait violemment l'aide de Camille et de ses parents. « Laissez-moi mourir », répétait-elle inlassablement, le visage creusé par les insomnies et le chagrin. Le jour de son anniversaire, Camille et les parents de Chloé ont tenté d'organiser un repas pour lui remonter le moral. L'initiative s'est transformée en désastre. Chloé a renversé la table dans un accès de fureur, hurlant que la pitié la dégoûtait. Le soir même, assise dans la cuisine dévastée avec les parents en larmes de son amie, Camille a pris une décision folle. Elle s'est souvenue des mots du docteur Matisse. « Écoutez-moi, a-t-elle dit, la voix tremblante mais déterminée. Je connais un endroit, un homme dans les Vosges, un guérisseur. Je ne sais pas si ça marchera, mais la médecine traditionnelle a baissé les bras. Nous n'avons plus rien à perdre. » Le père de Chloé, prêt à s'accrocher à n'importe quelle bouée de sauvetage, a hoché la tête. « Fais-le, Camille, sauve notre fille. » Le lendemain, à l'aube, Camille était de retour à Sainte-Marguerite. Elle n'a pas attendu le docteur Matisse. Elle a demandé à Marguerite la direction de la cabane du père Anselme. La vieille femme l'a mise en garde. « Le sentier est traître, ma fille. Le brouillard se lève vite. » Camille, animée par l'énergie du désespoir, s'est enfoncée dans la forêt. Plus elle avançait, plus les arbres se resserraient. Le ciel s'est assombri, recouvert par une canopée impénétrable. Les sentiers se croisaient et s'entremêlaient. Au bout de 2 heures, Camille a compris qu'elle était totalement perdue. La panique, réminiscence de sa nuit de cauchemar avec Julien, a commencé à faire palpiter son cœur. Elle tournait en rond, le souffle court. C'est alors qu'un craquement sec l'a fait sursauter. Elle s'est retournée brusquement. Devant elle, appuyé contre le tronc rugueux d'un pin centenaire, se tenait Gaspard. Ses yeux verts la fixaient avec une intensité troublante. Loup, le grand chien, s'est approché en remuant la queue pour lécher la main tremblante de Camille. « Vous avez le chic pour vous perdre dans mes bois », a lancé Gaspard, un demi-sourire fendant sa barbe sombre. Le soulagement qui a submergé Camille était d'une puissance indicible. « C'est vous, a-t-elle murmuré, les larmes aux yeux. Je vous cherchais, vous et le père Anselme. » Gaspard a écouté le récit tragique de Camille tout en marchant devant elle, ouvrant la voie à travers les ronces avec une aisance déconcertante. Son dos large et musclé était rassurant. Arrivé devant une masure de pierre au toit recouvert de mousse, une forte odeur d'herbe séchée et de résine a chatouillé les narines de Camille. Le père Anselme est apparu sur le pas de la porte. C'était un vieillard frêle, presque translucide, mais son regard était aussi perçant que celui d'un rapace. Il a dévisagé Camille, semblant lire directement dans son âme tourmentée. « La médecine des hommes a ses limites, » a dit le vieil homme d'une voix chevrotante. « Amène ton amie ici. Mais attention, elle devra rester seule avec moi pendant 1 mois. Pas de téléphone, pas de visite. Si son esprit refuse de guérir, son corps ne guérira pas. C'est son chagrin qui paralyse ses jambes autant que le choc physique. » Camille a accepté sans hésiter. Gaspard l'a raccompagnée jusqu'à la lisière de la forêt. En se séparant, Camille a osé toucher le bras du garde forestier. « Merci, Gaspard, pour tout. » Il a baissé les yeux, troublé par le contact doux de sa main. « Je serai là quand vous reviendrez avec elle, » a-t-il promis, la voix soudainement rauque. Le rapatriement de Chloé fut une épreuve de force. Transportée en ambulance jusqu'au village, elle fulminait, accusant Camille de l'avoir amenée dans un coupe-gorge pour mourir de froid. Mais arrivée à la lisière du bois, l'ambulance ne pouvait pas passer. Gaspard attendait. Sans un mot, il s'est approché, a glissé ses bras puissants sous le corps frêle de Chloé et l'a soulevée comme une enfant. Chloé, d'abord outrée, s'est tue, impressionnée par la force tranquille de cet homme et par Lou qui trottinait joyeusement à leur côté. Ils ont rejoint la cabane du guérisseur. Les adieux furent déchirants. Chloé regardait Camille avec terreur. « Ne m'abandonne pas ici.
pleurait-elle. « C'est pour te sauver, mon ami, a répondu Camille, le cœur brisé, avant de redescendre vers le village. Pendant ce mois d'attente, Camille a loué un chalet près du lac. Elle passait ses journées avec Gaspard. Ils marchaient dans la forêt, se racontaient leurs blessures, leur deuil. La rudesse de l'ermite fondait au contact de la douceur et de la résilience de Camille. Une connexion profonde, silencieuse, s'est tissée entre eux, née dans les cendres de leurs tragédies respectives. 30 jours plus tard, Camille et le père de Chloé remontaient le sentier, le cœur battant à tout rompre. À l'approche de la cabane du père Anselme, ils ont entendu des éclats de rire. Le choc fut monumental. Sur la petite terrasse en bois, Chloé était debout. Elle s'appuyait lourdement sur une canne sculptée dans du frêne, ses jambes tremblaient sous l'effort, mais elle souriait, un vrai sourire, radieux, le premier depuis l'accident. Le père Anselme hochait la tête, satisfait. Son âme a pardonné au destin, ses jambes ont suivi, a-t-il simplement déclaré. Camille s'est jetée dans les bras de son ami, pleurant des larmes de joie pure. Quelques mois plus tard, au bord de ce même lac majestueux des Vosges, une cérémonie intime avait lieu. Chloé, appuyée sur sa canne élégante, se tenait fièrement en tant que témoin. Camille, vêtue d'une robe blanche fluide, tenait les mains calleuses de Gaspard. Il avait troqué sa tenue de garde forestier pour un costume en lin, l'air maladroit mais éperdument amoureux. L'homme des bois et la Parisienne, sauvés l'un par l'autre. En regardant l'eau scintillante, Camille sut que le mal était définitivement vaincu. La forêt, autrefois son tombeau, était devenue le berceau de sa nouvelle existence, éternelle et lumineuse. Ainsi s'achève l'histoire de Camille, une femme qui a su transformer la pire des trahisons en une renaissance éclatante. Au cœur des forêts mystiques des Vosges, elle a non seulement trouvé la justice, mais aussi l'amour véritable et la guérison de son ami. La vie nous réserve parfois des épreuves terrifiantes, mais c'est dans ces ténèbres que se révèle notre lumière la plus puissante. Et vous, croyez-vous aux secondes chances et aux miracles inattendus? Avez-vous déjà dû puiser dans vos réserves les plus profondes pour surmonter une trahison? Partagez votre avis dans les commentaires. Si ce récit vous a captivé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires incroyables et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle aventure.